Bienvenue à toutes et à tous dans cette capsule vidéo qui va traiter sur le mouvement d'un satellite. Combien de satellites il y a autour de la Terre? Oh, un nombre plus que vous imaginez. Déjà, il y en a un satellite naturel qui est la Lune. Bon. Mais comment on va travailler? On va travailler juste avec le mouvement d'un satellite terrestre en orbite circulaire. Parce qu'autour de la Terre, il y a des satellites qui gravitent en orbite circulaire. Il y en a d'autres qui gravitent en orbite elliptique. Nous, on s'intéressera uniquement au mouvement des satellites terrestres en orbite circulaire. On ne va pas généraliser cette idée, parce que la Terre est un satellite pour le Soleil, et ainsi de suite. Dans ce chapitre, je répète, on s'intéressera aux satellites terrestres en orbite circulaire. Là, je fais un petit rappel de la classe de seconde. C'est la force d'attraction gravitationnelle. Entre n'importe quelle deux masses en regard existent des forces d'interaction gravitationnelle, des forces d'attraction gravitationnelle, telles que cette force qu'exerce l'un sur l'autre est proportionnelle à la masse du premier et du second, et inversement proportionnelle à la distance qui les sépare. Mais surtout, j'insiste à vous rappeler que l'accélération de la pesanteur à une certaine altitude h ou z est égale à g à l'altitude 0 par le rayon de la Terre au carré sur le rayon de la Terre plus z au carré. C'est la relation que vous avez vue un peu en seconde. Voilà, ça c'est la Lune. C'est un satellite réel de la Terre. S'il n'y avait pas d'attraction, la trajectoire serait tout droite. S'il n'y a pas de force, si la Lune est soumise avec une force, c'est le principe d'inertie. Elle serait en mouvement rectiligne uniforme. Mais puisqu'elle est constamment en chute libre, elle est toujours attirée par la Terre, donc cette force d'attraction va changer sa direction, mais non pas sa vitesse. Regardez la satellisation. On est là, sur la surface de la Terre, et je lance un corps avec une certaine vitesse. Il retombe un peu plus loin. On a vu ça avec les projectiles. Si je reprends l'expérience, mais je lance le corps plus fort avec une plus grande vitesse, il tombera beaucoup plus loin. Et si la vitesse est trop grande, le corps ne retombe plus et il serait satellisé et tournera autour de la Terre. Nous, on va travailler avec les satellites qui gravitent autour de la Terre, mais en orbite circulaire. Voilà. Rappel sur l'interaction gravitationnelle. Au XVIIe siècle, Isaac Newton affirme que deux corps A et B sont en interaction du fait qu'ils possèdent une masse, une matière, quantité de matière. Tout corps A exerce une attraction sur un autre B et réciproquement. Tous les corps possédant une masse s'attirent mutuellement. Cette force modélise une action mécanique à distance. Voilà la force d'interaction gravitationnelle, c'est le rappel de la classe de seconde. Entre deux corps A et B, il y a une interaction gravitationnelle. B exerce une force sur A, c'est la force exercée par B sur A, et A attire B, c'est la force qu'exerce A sur B. Quelle est la direction de l'une ou l'autre? Suivant la droite AB. Quel est le sens de B vers A si je parle de la force exercée par A sur B, et vice-versa? Quel est le point d'application, le centre de cette masse? Quelle est l'intensité ou la valeur de cette force? F de A sur B égale F de B sur A égale grand G, MA fois MB sur D carré. Grand G, c'est une constante de gravitation qui vaut 6,67 10-11 unités du système international. La distance doit être en mètres, les forces en newtons et les masses en kilogrammes. Et donc, je peux dire que F de A sur B et F de B sur A ont même direction, même valeur, mais de sens opposé. Continue. Voilà.
Les deux corps, on peut généraliser. La relation précédente peut être généralisée au corps à répartition sphérique de masse, RSDM. Donc les deux corps peuvent ne pas être ponctuels, peuvent être comme la Terre et la Lune. Alors, où s'exercent ces corps? Si la Terre est supposée à répartition sphérique de masse, le point d'application serait le centre de la Terre et l'autre force serait le centre du satellite. À retenir, la loi gravitationnelle s'applique à tout l'univers, aussi bien aux interactions entre les astres qu'aux interactions entre la Terre et les objets autour d'elle. C'est pourquoi on l'appelle gravitation universelle. À retenir encore que la force qu'exerce la Terre sur un corps à son voisinage, on peut en première approximation dire que c'est le poids. Donc les deux forces sont égales. Je reprends en première approximation. La force qu'exerce la Terre sur un objet à côté d'elle, on peut dire que c'est le poids de ce corps. Pourquoi la Lune tourne autour de la Terre alors que la pomme tombe? Tout d'abord, je dois encore fixer les idées que dire référentiel géocentrique. Le mot géo, c'est du grec. Ça veut dire la Terre. Centrique, c'est-à-dire au centre de la Terre. Donc l'observateur qui est en train de voir un corps satellisé, un satellite autour de lui, décrire, exemple, une orbite circulaire, doit être placé au centre de la Terre. Si l'observateur est sur la surface de la Terre, que j'appelle référentiel terrestre, lorsque le corps est là, il est à une distance h. Mais s'il fait un tour, il serait à une distance égale au diamètre de la Terre plus h. Donc son mouvement n'est pas circulaire pour quelqu'un qui est sur la surface. Mais un observateur au centre de la Terre va voir le satellite en orbite circulaire. D'où la nécessité, pour étudier le mouvement d'un satellite, de choisir un référentiel géocentrique qui est au centre de la Terre et les trois axes sont orientés vers trois étoiles suffisamment lointaines pour sembler immobiles pour nous. Un satellite, c'est comme un projectile lancé, mais avec une vitesse initiale de direction parallèle à la surface de la Terre. Dans le référentiel géocentrique, le mouvement de la Lune n'est pas rectiligne uniforme. Elle reste au voisinage de la Terre car une force attractive la ramène continuellement vers la Terre. La Lune est le satellite naturel de la Terre. Elle possède une vitesse suffisante pour que la Lune reste satellisée. D'après le principe d'inertie, si le corps n'est soumis à aucune force, il aura un MRU. Donc la Lune est soumise à une force et ou bien à des forces qui ne se compensent pas. Par suite, la force de gravitation va modifier sa direction. Elle n'aura pas un MRU, mais la force de gravitation modifie sa direction, mais pas sa vitesse. À retenir, le référentiel géocentrique, l'observateur doit être au centre de la Terre, est le mieux adapté pour étudier le mouvement de la Lune, ainsi que celui des satellites artificiels qu'on place autour de la Terre. On peut dire la Lune est en chute libre permanente et que son mouvement est circulaire uniforme. C'est ce qu'on va étudier maintenant. Ça, c'est la Terre. Deux centres hauts, asymétrie sphérique. Autour d'elle gravitent des satellites. Ça, c'est des satellites à une certaine hauteur h, mais on a d'autres et d'autres et d'autres. Ça, c'est la Terre. Et c'est un satellite, mais en orbite qui n'est pas circulaire. Celui-là ne m'intéresse pas dans cette étude aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, ce sont les satellites en orbite circulaire autour de la Terre. Comme on a dit toujours, pour une étude dynamique, on a 4 étapes à suivre. Quel est le système que je choisis? Le satellite S, mais le satellite qui est en orbite circulaire autour de la Terre. Quel est le référentiel géocentrique? L'observateur, il est là au centre de la Terre. Quelles sont les forces extérieures exercées? Juste la force de gravitation universelle qu'exerce la Terre sur le satellite. C'est cette force F.
En première approximation, cette force va être confondue avec le poids du satellite, sous-entendu. Si j'applique la deuxième loi de Newton, sigma F égale ma, or c'est la force F qui est confondue avec le poids, c'est mg à l'altitude h qui est égale à ma. Et par simplification, je peux dire que A égale GH. C'est pour cela que j'ai utilisé le terme que la Lune est en chute libre. Dans le chapitre précédent, chute libre d'un projectile, on a vu encore que A égale à G. N'oublions pas de l'année précédente. Plus je m'éloigne de la Terre, plus G diminue et le poids diminue. C'est pour cela que j'insiste à écrire que A égale G à l'altitude H du satellite. Si je regarde là, comment est le vecteur G? Il est toujours vertical au lieu considéré, c'est-à-dire il est vers le centre de la Terre. Et donc, puisque A s'identifie à G, alors le vecteur A est radial suivant le rayon et centripète vers le centre. Rappelez-vous du premier chapitre de la mécanique, si le vecteur A est radial et centripète, donc le mouvement circulaire du satellite est un mouvement uniforme MCU. Par suite, à retenir, si une orbite est placée autour d'un centre attracteur, si un satellite est placé autour d'un centre attracteur et il est en orbite circulaire, son mouvement est uniforme, il serait animé d'un MCU. Et là commence notre étude mécanique maintenant. C'est le satellite de masse petit m, la Terre que j'ai dessinée, elle est de masse m Terre et de rayon r de la Terre. Le satellite se trouve à une hauteur h et il est sur son orbite en train de tourner. Je peux travailler avec quelle base? Dans la base de Fresnel. Dans la base de Fresnel, le vecteur A peut être décomposé en deux, A tangentiel plus A normal. Avec la valeur algébrique de A tangentiel, c'est la dérivée de V, c'est V'. C'est égal à 0, parce qu'on a vu dans la page précédente que V est une constante s'il est en orbite circulaire. Donc, A tangentiel est nul. Et A normal, dans la base de Fresnel, égale à V carré sur le rayon de la trajectoire. Quel est le rayon de cette orbite bleue? C'est du centre haut de la Terre jusqu'au satellite, c'est-à-dire RT plus H. RT est le rayon de la Terre, H est l'altitude du satellite. Voyons là. Donc, l'accélération est confondue avec AN, parce que AT est nul. Et AN, c'est V carré sur RT plus H. C'est l'équation 1. On a montré avant, avec la deuxième loi de Newton, que A égale GH. Et en classe de seconde, vous avez vu que G à l'altitude H égale G à l'altitude 0 par le rayon de la Terre au carré sur le rayon de la Terre plus H au carré. Ça, c'est la relation de la classe précédente. Et c'est ce qu'on a vu maintenant. Par identification, ce A est égal à ce A, parce que AT est nul, donc A égale à N. Alors, par identification, je peux dire que V carré sur RT plus H égale G0 facteur de RT au carré sur RT plus H au carré. Au dénominateur, je peux simplifier par RT plus H. J'aurai V égale racine carrée de G0 par RT au carré sur RT plus H. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette relation? À chaque altitude H, j'ai une vitesse bien déterminée si l'orbite est circulaire et donc si le mouvement est un MCU. Par suite, comment satelliser un satellite? Avec une fusée, je dois l'amener à cette hauteur h, lui communiquer une vitesse tangente à la trajectoire, donc perpendiculaire au rayon, et de valeurs bien précises qui vérifient la dernière relation, et dans un certain sens. Si je lui donne une vitesse comme celle-là,
il va faire une orbite circulaire. Si la vitesse est plus petite, il retombe sur la Terre. Si la vitesse est plus grande, il effectue un mouvement elliptique, et si elle est encore beaucoup plus grande, il peut s'éloigner et quitter. Donc, cette vitesse est bien précise pour chaque altitude h, lorsque l'orbite est circulaire. Donc, voilà le mouvement, ça c'est la base de Frenet avec laquelle j'ai travaillé, satellite de masse m, le vecteur normal, la force F, un MCU est périodique. On a vu ça. La période de révolution du satellite autour de la Terre, quelle est sa définition? La période de révolution, c'est la durée nécessaire pour qu'il effectue un tour complet autour de son centre. On a vu que T égale 2πr sur V, et R c'est le rayon de la Terre, qui n'est pas dessiné ici, plus H. Et si je connais V, je peux trouver la période, je vais plus détailler, on verra ça dans des exercices. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.